Escoville. La fédération du Mali est apparue dans le cadre de la balkanisation de l'AOF comme la dernière tentative désespérée pour sauver l'idée que des États africains peuvent être ensemble. Sinon, partout ailleurs, il y avait un délit-trou. En Afrique centrale, un homme avait tenté. Il appelait ça les États-Unis de l'Afrique latine, avant de dire les États-Unis de l'Afrique centrale. C'était un prêtre. C'est un prêtre que d'aucuns considèrent comme le leader historique de la Centrafrique. Et cet homme, les colons, avec la complicité de leurs nègres de service, leurs affidés, ont fait exploser son avion. Et il est mort. Ça n'a jamais été élucidé jusqu'à ce jour. Là encore, les documents sur l'attentat, dont Boganda, Barthélemy Boganda a été victime, sont aux abonnés absents dans les documents, les archives françaises. Mais il y a des gens qui savaient, comme Pierre Calque, celui qui a écrit l'histoire de la Centrafrique des origines à nos jours. Pierre Calque, un administrateur français des colonies, qui était un homme humainement estimable. Parce que je fais une différence entre les hommes et leurs idées. Même si je sais que un homme bon ne peut pas produire de mauvaises idées. Et dans son livre, il n'a jamais dit qui est complice pour éliminer Boganda. Le livre est volumineux, le livre de Pierre Calque. Il y a un autre qui sait parfaitement. Il s'appelait San Marco. C'est un des hommes de Gaston Defferre, à Marseille. Lui, il savait parfaitement. Mais il y a un homme qui, lui, nous l'a dit. L'homme que la France ne voulait surtout pas comme président en Centrafrique. Abel Goumba. Car avant de mourir, Abel Goumba est venu à un colloque ici, à la Maison des Mines, où il a présenté son livre, son testament, en plusieurs tomes, devant le professeur Obenga. Et j'ai eu l'honneur pour la première fois de ma vie de discuter pendant plus de 3 heures avec Abel Goumba. Mon seul regret ce jour-là, je n'avais pas de magnétophone, ni de dictaphone. Parce que ce qu'il a révélé ce jour-là m'a permis de comprendre que ce qu'on nous dit sur la Centrafrique, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il a révélé aussi les tentatives pour l'assassiner lui-même. Parce qu'il était le seul historiquement légitime pour parler. Après l'assassinat de son mentor, Boganda. Et il gênait. Donc jusqu'à sa mort. Ce n'est que à quelques mois de sa mort qu'il a lâché les noms des complices parmi les Noirs. Et lâché les noms des Blancs qui ont fait ça. Et on a demandé à un Blanc qui dit qu'il est ami de la Centrafrique. Mais puisqu'il a dit ça, hein, mais fais une enquête et dis-nous. Il a dit jamais. Pourquoi? Parce que ce Blanc même est complice de l'assassinat. C'est ainsi que les jeunes élèves centrafricains ne sauront jamais qui sont les protagonistes de cet assassinat. Et je ne dirai pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit des Centrafricains qui le disent pour que ça ait de la valeur. Beaucoup parlent de Boganda. En réalité, ils font du culte de la personnalité pour masquer eux-mêmes leur degré de compromission avec l'impérialisme français. Donc le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que Modibo Keïta demande à ses frères africains de créer un seul État entre la Sénégambie et le Mali.
C'est ça qu'on appelle la Fédération du Mali. Et la Fédération du Mali a le drapeau du Mali, mais avec le signe des Dogons au milieu. C'est ça le drapeau de la Fédération du Mali. Ce qui veut dire la tradition. Donc, le premier président de la Fédération du Mali, c'est Modibo Keïta. Mais les Français ont mis Senghor en bonne place pour leur faire des comptes rendus de tout ce que Modibo Keïta prépare. Parce que Modibo Keïta, en fait, il voulait que le Dahomey rejoigne la Fédération du Mali. La Haute-Volta. Et c'est là où Foué et Senghor ont joué la traîtrise, mais à fond la caisse. Houphouët a commencé à menacer les voltaïques qui voulaient rejoindre la Fédération du Mali. Certains, on leur a coupé leur salaire. Tout. Et il a fait monter de toutes pièces des gens comme celui qu'on a surnommé Papa Maurice. Maurice Yaméogo. Pourquoi on l'appelle Papa Maurice? Parce que tout le temps, il appelle aussi De Gaulle Papa. Comme l'autre là, Bokassa. Le jour où De Gaulle est mort, Bokassa arrive à l'aéroport, devant la reine d'Angleterre, devant tout le monde. Il se met à pleurer, papa. Voilà. Ça pourrait être il faut faire des nègreries. Ils sont champions. Mais ils ne sont pas dignes. Il faut la dignité. Un être humain doit être digne quand même. Un président ne pleure pas comme ça. Parce qu'un président, c'est une institution incarnée d'un État. Quand il se laisse aller à des enfantillages, c'est ce qu'on appelle une atteinte portée à la fonction présidentielle. Donc à la dignité de la nation qu'il représente. Mais il ne le sait pas, parce que c'est des clowns d'opérette qu'on est là. Des clowns. Donc le problème qui va se poser, c'est que les services secrets français vont profiter maintenant là où Senghor réside. Tout ça pour filtrer la Fédération du Mali. Et faire un sabotage. Et il y a un homme qui ne voulait pas que la Fédération du Mali soit sabotée. C'est Mamadou Dia. Qui est Mamadou Dia? Mamadou Dia, c'est un leader sénégalais qui, quoique musulman, je dirais musulman à l'africaine, n'est-ce pas? C'est ça notre espoir. Parce que mercredi, tout le monde dit, on se demande comment Corvi va faire. Dans cet exercice de funambule, hein, qui danse sur le cratère d'un volcan en éruption. Corvi va parler de l'islam au nom de la leçon qu'il donne à Bandakali. On va voir comment il va faire. Là, ça va être la fin de cette conférence. On va lui lancer une fatwa là. Alors moi-même, je dis, rendez-vous mercredi pour voir comment Corvi va faire. Il est rare que je ne sorte pas intact par un trou de souris. Je dis bien un trou de souris. Donc le problème, comme j'ai déjà dans ma tête ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Ce qui compte, c'est pas ce que je vais dire. Ce qui compte, c'est que ce que par stratégie, je ne dis pas. Je ne peux pas être stupide. Car la plupart des jeunes du 93, c'est-à-dire de Saint-Denis, de banlieue, mes plus grands supporters en fait. Mes plus grands supporters en fait, c'est la Saint-Denis. Moi, je n'ai pas de supporter à Neuilly, moi. C'est à la Saint-Denis. Et ces jeunes-là, beaucoup se sont laissés égarer dans les histoires de musulmans. Mais ce sont les rares musulmans sur la terre qui vénèrent les pharaons. Alors même que dans l'orthodoxie et la doxa musulmane, après Satan, c'est Pharaon qui est le plus mauvais. Donc ces jeunes arrivent à faire ces exercices d'équilibrisme. C'est pas Corvi qui ne peut pas faire. Donc, le problème qui est posé ici, c'est que la France dit, tant que la Fédération du Mali va exister, la tentation existera chez les Noirs, qui peuvent s'unir et réussir sans la France.
Il faut saboter la fédération. Donc on a mis ça dans les mains de Jacques Faucard et des réseaux Faucard. Et les réseaux Faucard ont dit on va d'abord, semer la zizanie entre les dirigeants de la Fédération du Mali. Donc, le problème qui va se poser, c'est qu'il y a un autre homme qui va s'occuper de ces zizanies. Il s'appelle Maurice Bourgès-Monory. Il a été secrétaire d'État à la France d'Outre-mer. C'est lui qui dirigeait le gouvernement de la France d'Outre-mer. Il y a Félix Gaillard aussi. Un membre de la famille de celui qui a recueilli les mémoires de Faucard. Ils sont des réseaux Faucard de père en fils. Lui, il a dirigé le secrétariat d'État à la présidence du Conseil du gouvernement du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958. Donc, le 20 juillet 1960, disais-je, Modibo Keïta est nommé officiellement chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupe donc le Soudan français, c'est-à-dire le Mali et le Sénégal. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y avait dans la Fédération du Mali? Parce que c'est la seule tentative sous l'Afrique sous domination française d'unité politique. Déjà, on devrait même avoir des spécialistes de la Fédération du Mali. Faisons rapidement l'historique. Le 15 février 1958, les partis africains réunis au Palais Bourbon, c'est-à-dire ici à l'Assemblée nationale, refusent de s'unir sous la bannière du RDA et fondent à Dakar le 28 mars, face au RDA, le parti du regroupement africain qu'on appelle PRA. Donc, qui est-ce qui a refusé de s'unir sous la bannière du RDA? Senghor et ses affidés. Donc, tout en disant qu'ils sont pour la fédération, il faut éclater la fédération. Ensuite, le 5 avril suivant, les élus du RDA au Grand Conseil votent en faveur de la création d'un exécutif fédéral, suscitant la colère du Houphouët-Boigny, mais obtenant alors le soutien actif de Sékou Touré. C'est à ce moment-là que Cheikh Anta Diop, qui était à l'époque étudiant en thèse de doctorat à Paris, dirigeait l'association des étudiants du RDA, et Abdou Moumouni, le spécialiste de l'énergie solaire, docteur en physique, docteur en chimie, docteur en mathématiques, mais qui est mort sans rien, seul, abandonné sans rien, au Niger, parce qu'il était avec Cheikh Anta Diop. Quand on parle de Cheikh Anta Diop, on parle de Moumouni, parce qu'en face, il y a qui? Il y a les étudiants marxistes. Donc les marxistes, eux aussi défendaient l'URSS. Parce qu'ils pensaient que, une fois que la France aurait fait la révolution socialiste qu'elle n'a jamais faite d'ailleurs, l'Afrique noire formera une fédération socialiste sur le modèle de la France. Celui qui a défendu cette idée, c'est le secrétaire des Africains au sein du Parti communiste français. Il s'appelle Léon Fex. C'est lui qui a dit la phrase qui est devenue célèbre. Le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer. Ça veut dire, les Africains ont théoriquement le droit à l'indépendance, mais il n'y a pas obligation qu'ils soient indépendants, parce que la France va les gérer. Donc ils sont contre tout le Parti communiste français était contre l'indépendance. L'indépendance de l'Algérie et l'indépendance de l'Afrique noire. C'est après les accords d'Évian, après qu'une partie de la direction du FLN a été capturée en plein vol, suite à une trahison, par les chasseurs bombardiers français, et ramenée en prison en France. Et donc, parmi eux, les chefs historiques de la révolution algérienne. C'est-à-dire les 3 chefs historiques de la révolution algérienne. Je dis toujours, on peut faire une révolution au départ quand on est 3. La révolution chinoise a été faite par 4 hommes au départ. On n'a pas besoin d'être des millions. Parce que dans la phase actuelle, il s'agit d'élaborer une avant-garde de la révolution kémite. Il ne s'agit pas d'amener tous les nègres pour dire qu'ils sont pharaons. Donc,
Ce que nous disons, c'est ceci. Les chefs historiques de la révolution algérienne, c'est-à-dire Belkacem Krim, assassiné dans son hôtel à Vienne par la sécurité militaire algérienne après l'indépendance. Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne, il a subi un coup d'État de la part de son ministre de la Défense, le colonel Boumedienne, Ouari Boumedienne. Ensuite, parmi les chefs historiques, nous avons Hossein Aït Ahmed, qui a vécu en exil en Suisse jusqu'à ce que une procession de 3 millions de personnes l'amène dans sa tombe en Kabylie. Il n'a jamais coopéré avec la sécurité militaire. Et le quatrième, c'est Mohamed Boudiaf, qui était en exil au Maroc, et ils l'ont ramené en Algérie avant de le tuer dans le dos en plein discours à Annaba. Voilà le chef historique de la révolution algérienne. Et qui était le théoricien de la révolution algérienne? C'est le Martiniquais François Fanon, qui était théoricien de la révolution algérienne. Et que lui-même, on a envoyé aux États-Unis, soi-disant, pour combattre cette chose, et puis ils l'ont tué là-bas. Il a été tué, c'est-à-dire, on a contaminé son sang. Et on a dit que c'est une leucémie foudroyante. Aux États-Unis, ils l'ont tué là. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nous, les Africains, nous devons, réécrire l'histoire de l'Afrique moderne et contemporaine. Il ne faut pas dire qu'on veut lutter contre la falsification de l'histoire de l'Égypte antique, la falsification de l'histoire impériale, et puis les falsifications contemporaines, on les laisse. C'est pas normal, ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve nos archives, quel qu'en soit le prix. Et il faut qu'on commence à enseigner la véritable histoire de l'Afrique. La véritable histoire. Parce que la véritable, c'est pas celle qu'on nous enseigne. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que Senghor va jouer maintenant le rôle de cheval de Troie de l'impérialisme français dans la Fédération du Mali. Et ils vont profiter de, comment je veux dire, un fait bénin, c'est-à-dire quelque chose qui n'a même pas de gravité. D'accord? Pour pouvoir faire éclater la Fédération du Mali. Et il y a un homme qui va s'opposer à ça. Cet homme, c'est Mamadou Dia. Comment Mamadou Dia va finir? Mamadou Dia, on a dit qu'il a fait un complot contre Senghor. Parce que comme lui-même voulait le panafricanisme, il fallait débarrasser Senghor d'un élément gênant qui était président du conseil, Mamadou Dia. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il soit aveugle. Il n'est pas sorti jusqu'à ce qu'il perde la vue. Le président Mamadou Dia. Ça, c'est un grand patriote africain. Que Senghor a sacrifié. Senghor a tué aussi l'étudiant Blondet Diop. Le frère de Diallo Diop, le docteur Diallo Diop. Il a tué en mai 1968. Il a dit qu'il faut le tuer. Senghor a mis Cheikh Anta Diop en prison. Jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop a failli mourir de fièvre. Et tout ça. Senghor, c'est tout simplement un homme qui se donnait des airs de humaniste, poète, francophone, francophile, tout ça. Mais c'était tout simplement un traître à l'Afrique. Senghor est un traître de l'envergure des plus grands traîtres qui existaient dans l'histoire de l'humanité. Voilà ma position sur Senghor. Et il a consommé sa trahison à la fin. Au lieu de créer une académie panafricaine des sciences, des lettres et des arts, il est parti se fourvoyer dans l'académie française pour pouvoir dire qu'il est le premier noir devenu immortel. Senghor immortel? Quand il est mort, Senghor, sous la curatelle d'une femme blanche en Normandie, il faut voir là où Senghor est né. Il faut voir, il n'a rien fait. Si vous voyez les photos, c'est incroyable. Par contre, il a bien défendu la Normandie. Et il faisait des poèmes érotico, psychotiques. Et dans ces poèmes, je vais citer un des poèmes qui est devenu même célèbre. Il dit ceci: mon empire est celui des proscrits de César, des grands bannis de la raison ou de l'instinct. Mon empire est celui d'amour. Et j'ai faiblesse pour toi, femme, l'étrangère, aux yeux de clairière, aux lèvres de pomme cannelle,
au sexe de buisson ardent. Car je suis les deux battants de la porte, rythme binaire de l'espace et le troisième temps. Car je suis le mouvement du tam-tam, force de l'Afrique future. Lisez bien le poème de Senghor intitulé « Femme noire, femme nue ». C'est les clichés exotiques des blancs sur la nudité des noirs. Senghor n'a jamais aimé la femme noire. Sa première femme, il l'a répudiée. C'est la fille du gouverneur général Eboué, qui s'appelait Ginette Eboué, c'est une noire. Pour pouvoir prendre une secrétaire, qui est une blanche, qu'il appelle la Lorelai, c'est-à-dire la femme blonde normande, aux yeux bleus. Senghor était un malade. Un malade. Donc le problème qui se pose, je ne vais pas me faire des amis parmi les Sénégalois ce soir. Senghor était un malade. Donc le problème qui est posé ici, c'est que Senghor va liquider à son froid, avec l'aide des services secrets français. C'est-à-dire le genre de Focard, Jacques Focard, la Fédération du Mali. À ce moment-là, comme il a déjà trahi Lamine Gueye, qui était son mentor, Senghor va maintenant dire, à moi le Sénégal, je suis président dans un Sénégal qui n'a de richesse que l'arachide. Mais je vais organiser des grandes messes pour dire que je défends la francophonie, pour dire que je défends la latinitude, la grécitude, la berbéritude, jamais la séréritude. Par contre, la turpitude, oui. Donc c'est ça que Senghor a défendu. Senghor a pris les moyens d'État, les moyens de l'État sénégalais, pour gaspiller ça au service de la France. C'est dans ce cadre qu'il a fait ce qu'on appelle le premier festival mondial des arts nègres à Dakar, où il a mis au créneau ses amis français. Et même Cheikh Anta Diop n'a même pas pu participer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit aux délégués d'élire l'homme qui a influencé le plus l'Afrique dans la science, dans les temps contemporains. Et ils ont élu Cheikh Anta Diop. Alors que Cheikh Anta Diop est interdit de parole chez lui à Dakar, au Festival mondial des arts nègres. Et il met là tous les Français racistes, les Michel Léris, les gens qui écrivent l'Afrique fantôme, les gens qui écrivent n'importe quoi sur l'Afrique. Et tous ces gens-là, ils ont l'honneur des caméras pendant des heures. Et il dit à Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle, de prononcer le grand discours. Et Malraux a prononcé le discours en parlant de l'art nègre et d'une manière qui est inacceptable. C'est une insulte à l'intelligence africaine. Voilà notre position. Donc tous les actes posés par Senghor, du début jusqu'à sa mort, ont été des actes qui ont consacré l'indignité de la race noire. Voilà ma position sur Senghor ce soir. Je ne saurais être plus explicite. Donc, et je ne changerai pas. Parce que je ne vais pas changer pour faire plaisir aux nègres. Ouais. Je ne vais pas changer pour faire plaisir aux nègres. Donc, ce que je vais dire pour ça, c'est que l'éclatement de la Fédération du Mali a consacré en même temps le retour en force de la France. Parce que la France a profité de ça pour mettre en place maintenant les accords de coopération. Et le général de Gaulle a dit, nous avons changé la colonisation en coopération. Et il a dit à Oufoué, tu veux pas l'indépendance? Mais c'est pas une indépendance. Si c'était une indépendance, Oufoué, je n'allais pas te la donner. Je ne veux pas te donner un cadeau empoisonné. Je sais que tu es fils de la République et que tu aimes la France jusqu'à la prunelle de tes yeux et jusqu'à la moelle de tes os. C'est ça que De Gaulle lui a dit. T'inquiète pas, Oufoué, il n'y aura pas d'indépendance. Nous disons indépendance pour que l'ONU puisse accepter. Parce que maintenant, plus personne ne veut la colonisation. Mais en fait, notre décolonisation, c'est tout simplement le maintien du colonialisme français sous une autre forme. Sous une autre forme. Mais cette fois-ci, avec des colons noirs, comme toi. Et tu vas même exercer le leadership avec Senghor. Pas la vérité sur l'Afrique. Donc on ne me raconte pas que des pays peuvent signer des accords militaires alors qu'ils ne sont pas encore indépendants. Tous les accords ont été signés en 1959. On n'était pas encore indépendants.
Le Dahomey a accédé à l'indépendance le 1er août 1960. La Côte d'Ivoire a accédé le 7 août 1960. Donc c'était avant qu'on soit indépendant. Donc le problème se pose. Qui a signé ces accords? Certainement pas des représentants de l'État indépendant. C'est des parlementaires français qui avaient la binationalité et que la France allait mettre à la tête des États pour continuer à les piller jusqu'à nos jours. Voilà la vérité sur l'Afrique. Et voilà pourquoi aussi on a fait disparaître Modibo Keïta. On a fait disparaître tout son travail, son enseignement. Et aussi, je peux le dire aussi, sa pensée panafricaniste visionnaire, qu'il nous faut réactualiser coûte que coûte, si nous voulons revenir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'acte fondateur du panafricanisme en Afrique. Merci. 8e question. Pouvez-vous revenir sur les péripéties du complot ourdi par l'impérialisme français avec la complicité active de Senghor et qui a abouti au renversement du régime progressiste de Modibo Keïta par le coup d'état militaire de Moussa Traoré et plus tard à la fin tragique du leader panafricaniste Serge Kobi? La première étape du complot, ça a été de nommer Senghor et ses hommes de main au sein du Grand Conseil exécutif de la Fédération du Mali. Et attention, ils avaient des postes clés. Économie, finance, intérieur, la défense, etc. C'était la première erreur. Jacques Foccart le confesse. Et va jusqu'à dire qu'il n'a pas compris comment Modibo Keïta a été si naïf. En fait, Modibo Keïta n'a pas été naïf. Modibo Keïta n'avait pas les rapports de force. C'est comme Gbagbo, qui lui permettait de faire face à un pays qui occupait déjà militairement le Mali. Or, il voulait faire voter par le Parlement malien le départ des troupes françaises. C'est la raison pour laquelle ils ont accéléré le complot. La deuxième étape, c'est que on est parti vers tous les militants de base de l'ancien parti, section du RDA, qui était le fer de lance de la Fédération du Mali. Puisqu'en face, ils avaient les partisans de Philippe Dabo Sissoko, qui eux étaient pour le retour de la France, et qui travaillaient en fait avec Senghor, en sous-main. Donc, ils ont fait en sorte qu'il y ait une démobilisation de toute la base qui soutenait Modibo Keïta, et en particulier les femmes. C'est à partir de là qu'on a mis en minorité Awa Keïta, et qu'on a mis des femmes qui étaient tout simplement là pour faire du commerce et manger, et se moquent éperdument des liens entre les soi-disant musulmans marabouts et la France, pour dominer ce pays. Ça s'appelle le concordat franco-musulman, pour dominer le Mali.